Donc je vais vous parler d'un aspect un peu particulier des apprentissages, ce qu'on appelle les transferts d'apprentissage. Je vais voir ce que vous connaissez ou pas en fonction de ce que vous connaissez, je vais plus vite ou pas. Donc est-ce que la musique serait spéciale pour les transferts d'apprentissage? Qu'est-ce que c'est les transferts d'apprentissage? On l'a un peu dit, lorsque vous faites un apprentissage, vous apprenez des compétences pour un domaine spécifique et est-ce que vous pouvez transférer ce que vous avez appris pour un domaine qui est très proche. Ça c'est le transfert proche. Mais vous pouvez aussi imaginer que ce que vous apprenez dans un domaine spécifique, ça peut se transférer à quelque chose de lointain. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Donc par exemple, vous apprenez à conduire une voiture avec 100 vitesses, vous pouvez transférer assez facilement vers une voiture à vitesse. Il y a un petit peu de réapprentissage. Est-ce que ça peut se transférer sur la conduite d'un camion? Peut-être. D'une grue plus dure, d'un hélicoptère plus dur, d'un avion, d'un bateau à voile? Voilà, c'est la question de à partir de quand ce que vous avez appris dans un domaine ne peut plus trop s'appliquer. Par exemple, une question moi qui m'intéressait, le fait d'avoir fait beaucoup de vélo quand j'étais petit, est-ce que ça m'aide à ne pas avoir d'accident aujourd'hui? C'est un problème de transfert éloigné ou proche? Un problème de transfert, d'accord? Donc la question c'est que quand on fait de l'éducation, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire apprendre à nos élèves, qu'ils soient petits ou grands comme les miens? Est-ce qu'on veut leur faire apprendre des compétences spécifiques qui sont contextualisées au domaine scolaire, quel qu'il soit, ou est-ce qu'on veut faire apprendre des choses qui se transfèrent dans la vie quotidienne? C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la réussite scolaire et la réussite éducative. J'aimais bien ça. Il y en a une qui est transfert proche et puis il y a l'autre qui est transfert plus éloigné. Donc pour les psychologues, c'est important quand on travaille dans le domaine de la santé et qu'on a des patients, on veut les rééduquer pas pour qu'ils sachent vivre à l'hôpital, mais pour que quand ils vont dans leur vie à l'extérieur, ils puissent être bien avec cette rééducation. C'est du transfert éloigné. Donc la vraie question pour les pédagogues que nous sommes, c'est de savoir quelle est l'étendue en fait des connaissances qu'on apprend aux enfants. Est-ce qu'on leur apprend juste à faire du calcul, ce qui est utile quand on va acheter le pain à la boulangerie, mais est-ce qu'on pense que ça va développer des capacités plus larges de raisonnement, du bien penser, du bien, de la curiosité, etc. Ça, c'est du transfert plus éloigné. Donc, parmi les différentes questions qu'on s'était posées, est-ce que les jeux vidéo, ça fait du transfert? C'est utile pour d'autres choses que d'être bon aux jeux vidéo? Tout ça, ce sont des problématiques qui sont extrêmement intéressantes pour la psychologie parce qu'elles portent sur la flexibilité du système cognitif. Est-ce qu'on a un système cognitif qui est modulaire? C'est-à-dire, on peut développer des compétences là et là, mais il n'y a pas de pont. Ou est-ce qu'on a un système cognitif qui est construit avec des compétences assez partagées et donc on peut rentrer dans ces compétences ici, mais ça va faire du bien là parce que bien ici, ça travaille aussi sur ça. Donc ça, c'est vraiment une problématique, je pense qu'on a tous en commun, qu'on soit dans l'éducation, dans la santé, c'est vraiment la flexibilité cognitive, la plasticité du système. Alors, les résultats de la recherche cognitive actuelle sont extrêmement décourageants si on en croit certains. Il n'y a pas de possibilité de faire du transfert. Si vous faites un entraînement cognitif, eh bien, ça ne se transfère pas à la cognition en général. Donc il y a tout un groupe, c'est toujours les deux mêmes chercheurs, ce qui est un tout petit peu suspect à mon goût, un chercheur belge qui n'a rien à faire avec la Belgique bien sûr, et un chercheur italien mais qui vit en Angleterre, Salah et Gobet. Ils sont devenus célèbres dans la famille, vous verrez pourquoi. Et eux, ils ne trouvent jamais, quelles que soient les choses qu'ils prennent, que ce soit les jeux vidéo, pas de transfert, le cognitive training, pas de transfert, les exercice games, pas de transfert, vous savez, ces jeux qui permettent de développer des activités motrices, les travaux sur la working memory, le travail de tout ce qu'on peut faire pour booster la mémoire de travail, pas de transfert. Et donc, et ils ont fait une méta-analyse de méta-analyse, donc ils ont pris plein de méta-analyses, c'est ce qu'on appelle les seconds ordres de méta-analyse, donc ça brasse énormément de données, et dit, quel que soit le domaine que vous entraînez, ça n'a de transfert que proche, ça ne s'étend pas en delà de ça. C'est un peu déprimant, à mon sens. Et on a repris certains de ces travaux et on a trouvé qu'on n'était pas d'accord parce qu'on ne trouvait pas les mêmes résultats qu'eux pour la musique. Et donc, on a été conduit à développer cette idée que peut-être l'apprentissage de la musique serait spécial, puisque c'est les seuls pour lesquels on trouve des effets de transfert. Et on a développé cette idée. Alors, on n'est pas les seuls, hein, on a fait ce papier avec Barbara Tillman, mais en fait, toute la communauté est convaincue que les apprentissages musicaux peuvent avoir des effets profonds sur le cerveau et pouvoir transférer à d'autres aptitudes que la musique. Alors bon, il y a toute une histoire de ça. Juste comme je viens de Dijon, je vais être un peu chauvin, mais c'est quand même assez intéressant. Jean-Philippe Rameau, que vous connaissez, a écrit aussi une grosse partie de son travail et de recherche scientifique, et il a écrit un ouvrage incroyable à la fin de sa vie, comme quoi la musique serait à l'origine des sciences. Il a développé ça mordicus, et il avait des arguments béton, et il avait donc, alors il disait évidemment aux yeux des hommes
l'homme frivole commun. La musique est un art frivole, mais à ceux des personnes éclairées, elle est une science principalement fondée sur les rapports des nombres, parce qu'il a regardé les mécanismes vibratoires de la corde, mais qui, en enseignant à flatter l'oreille, fournit à la raison de quoi s'exercer. Donc on est exactement dans la problématique, c'est-à-dire que la musique est un art agréable, etc. Mais est-ce que c'est simplement un passe-temps qui fait rien au cerveau, ou si, en étant tout à fait séduisante comme activité, elle développe les compétences cognitives générales. Et Rameau, il n'y avait pas de doute, c'était vrai, et c'était même la musique qui était à l'origine de la science. Je vais passer ça. Donc ce que l'on pense actuellement, c'est que effectivement peut-être Rameau était dans le juste, même si il n'avait pas les bonnes raisons scientifiques pour dire cela. Et on est assez convaincu dans la communauté neuroscientifique à laquelle j'appartiens, de la musique, que la musique a du pouvoir sur le cerveau. Vous voyez, ma collègue Isabelle Peretz n'a pas peur des termes. La musique sculpte le cerveau. Moi, j'aurais pas été aussi loin. On a eu un peut-être plus simple, la symphonie neuronale, mais on pense que la musique est indispensable pour le bon développement du cerveau, malgré tout. Alors, quelles sont les raisons qui nous donnent cette conviction, si vous voulez? Il y a plusieurs types de raisons. La première, elle nous vient vraiment du domaine de la santé. Peut-être vous êtes familier avec ce domaine-là. En fonction, j'irai plus ou moins vite. Et puis si j'irai quand même vite, parce je ne veux pas faire quelque chose sur la santé, on est sur l'éducation. Mais Oliver Sacks a beaucoup parlé de cela, et il a parlé de toutes ces atteintes cérébrales qu'on pouvait observer en neuropsychologie, mais pour lesquelles la musique est restée préservée. Et il a donné des tas d'exemples. Par exemple, Clive Waring, qui est une personne qui n'a plus de mémoire à long terme, plus de mémoire à court terme. Autrement dit, c'est terrible. Quand vous lui parlez, il entend le début de la phrase, mais à la fin, il ne sait pas ce que vous lui avez dit. Donc il voit ça, il se rappelle qu'il est amoureux de sa femme, il a eu plusieurs femmes, ça il l'a oublié, mais quand elle rentre, ah, ma chérie, etc., elle sort 5 secondes, elle revient, ah ma chérie, il a l'impression exactement la même scène qu'il n'a pas vue depuis des années. Lui, quand il prend son piano, il se rappelle de tout, il redevient lui-même, il a accès à toute sa personnalité, alors que tout le reste est complètement cassé. On a la même chose avec Henry. Peut-être vous avez vu ce documentaire qui s'appelle Alive Inside, vous pouvez le voir sur Internet. Et on a de tas de situations où, en neuropsychologie, on a des atteintes cérébrales, donc vraiment des pertes cognitives qui sont dues à des lésions cérébrales. On est dans du dur, si vous voulez, et où la musique, malgré tout, permet de récupérer des habiletés. Alors, ça, c'est un exemple de patiente parkinsonienne qui ne peut pas marcher, ou qui a énormément de mal à conserver une marche régulière. Et dans la vidéo, je vous la montrerai après, mais je ne veux pas trop passer de temps là-dessus, elle demande à l'infirmière de l'aider à marcher, et puis il y a une autre infirmière qui met de la musique. Et au début, on voit que cette patiente a énormément de mal à marcher, et en revenant du couloir avec la musique, elle fait presque des pas à la Michael Jackson. Elle a tout retrouvé, mais c'est pas une blague, une allure complètement dansante. Donc on a des tas d'observations dans le domaine de la pathologie de Parkinson, dans le domaine de toutes les aphasies dues à des AVC, par exemple, où la musique permet de réorganiser des fonctions linguistiques qui ont été atteintes. Donc les aphasiques ne parlent plus, mais ils chantent, c'est des formules utilisées. Des patients qui, à la suite d'un AVC, ont perdu des capacités motrices et qui, grâce à la musique, en réapprenant à jouer du piano ou à une batterie piano, vont pouvoir augmenter la plasticité cérébrale ici pour récupérer plus de capacités motrices, et ça, ils le gardent à la maison. C'est-à-dire que quand ils ont fait cet apprentissage musical à l'hôpital, une fois qu'on fait des tests de qualité de vie à la maison, ils ont plus de rapports positifs sur leur éducation. Pareil avec les patients Alzheimer, énorme problème de mémoire, la musique les aide à réguler leurs humeurs, mais elle les aide aussi à relancer des réseaux de mémoire et d'apprentissage qui sont défaillants. Alors évidemment, on ne soigne pas la maladie d'Alzheimer avec la musique, mais on peut diminuer l'impact des symptômes, ce qui permet de préserver un peu l'autonomie des patients. Comme on le dit, il faut être modeste, même si on fait peu face à des pathologies aussi lourdes. Le fait que la musique, qui est vraiment un stimulus gratuit dans le sens qu'il est non invasif, puisse avoir des effets comme ça, c'est extrêmement encourageant. On a la même chose aussi sur le vieillissement cognitif, c'est-à-dire qu'on montre actuellement que si vous avez envie de faire de la musique et que vous commencez tard, au bout de 4 mois, votre cerveau rajeunit par rapport à des fonctions exécutives qui sont testées et qui vont se dégrader avec l'âge, mais pas moins vite si vous faites de la musique. Donc on pense que la musique est un excellent outil pour lutter contre le vieillissement cognitif. Donc tout ça constitue un ensemble d'observations, si vous voulez, qui sont très fortes, obtenues dans des conditions assez extrêmes avec des patients, et qui nous laissent penser que la musique, manifestement, a les moyens de stimuler le cerveau.
Alors si on essaye de comprendre pourquoi, on a proposé avec Barbara Tillman dans cet ouvrage une explication que je formalise assez simplement pour être compréhensible. Lorsque vous faites de la musique, vous stimulez trois types de grands mécanismes, des mécanismes cognitifs bien sûr, des mécanismes sensibles, émotionnels et des mécanismes actifs d'action, notamment de coordination avec les autres. Et la musique a l'avantage, si vous voulez, de solliciter de façon extrêmement exigeante ces mécanismes en les synchronisant dans le temps. Et ça, c'est vraiment une caractéristique essentielle. La musique vous impose un timing, et ce timing pose beaucoup de contraintes au système cognitif. Donc, dès le moment où vous envoyez votre cerveau dans une activité musicale, vous lui dites non seulement de faire des choses compliquées, mais surtout de le faire à la milliseconde près, si vous êtes très exigeant, au paquet de 10 millisecondes près. Donc, cette exigence-là suppose une synchronisation neuronale. Cette synchronisation neuronale, on pense qu'elle a des effets sur la plasticité cérébrale. C'est ce que je représente par ce triangle. Et les effets bénéfiques, si je veux vous donner le take-home message rapidement de la musique, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous demandez à un enfant de faire de la musique, en fait, vous lui demandez de développer une complicité entre la réflexion qu'il a pour faire les structures que vous lui demandez, ressentir un peu comment on va jouer ces choses-là expressivement, le mettre en geste, si vous voulez, par l'action, et combiner tout ça. Et ça, d'en avoir une conscience dans le temps, à la seconde près, si on veut, ou à la milliseconde, à la demi-seconde près, c'est déjà pas mal comme exigence. Donc ça, c'est le propre de la musique. Et j'aurais envie de dire, pour les éducateurs, peut-être l'avantage énorme que la musique donne à l'éducation, c'est celui-là, c'est de contribuer à garder une connexion constante entre ces trois sphères. On ne fait pas de la musique juste pour faire un jeu intellectuel, on fait de la musique pour exprimer quelque chose, pour partager des émotions, pour partager des sensibilités. Donc les liens cognition-émotion sont hyper forts et on le fait par le geste. Et dans l'éducation de nos enfants, ces trois grandes sphères, si vous voulez, de la construction de la personnalité sont assez naturellement déconnectées parce qu'on privilégie le cognitif, on demande aux enfants de retenir leurs émotions et on leur demande de rester assis sur une chaise pendant toute la journée. Donc les moments où les trois choses peuvent cohabiter de façon complice ne sont pas si fréquents. Et si vous y réfléchissez bien, on peut discuter de ça bien sûr, la musique présente beaucoup d'avantages pour ça. Donc juste à ce titre-là, musicaliser le développement de l'enfant, je pense que c'est un vrai enjeu pour créer cette connexion qui sont, à mon sens, des éléments essentiels de l'équilibre d'une personne. Et on l'a vu, les liens entre cognition et émotion, c'est toutes les choses de Damasio, sont vraiment essentiels. Il faut que les deux sphères cohabitent tout le temps. Il n'y a pas que l'intelligence de Binet-Simon, il y a l'intelligence qui s'enrichit du sensible. Et donc, multiplier les situations où le savoir rationnel et le savoir sensible interagissent, c'est vraiment bien. Qui plus est, dans les situations d'apprentissage, il faut qu'il y ait des retours émotionnels, il faut qu'apprendre soit associé à des gratifications, il faut qu'il y ait des émotions positives, c'est vraiment le moteur de la motivation. Donc il ne peut pas y avoir d'apprentissage si on se coupe des émotions. Donc il faut savourer le savoir, c'est bête à dire, mais pour savourer le savoir, il faut faire ces connexions-là. Donc c'est une proposition, la musique peut-être pourrait présenter cette qualité-là principale de solliciter ces trois ressources et de les solliciter avec une exigence temporelle, c'est-à-dire de garder une conscience de la connexion entre ces trois pendant toute l'activité. Alors si c'est 1 heure d'activité, ça fait beaucoup et ça fait beaucoup de plasticité cérébrale induite. Donc on sait que par les activités musicales, les systèmes de la récompense sont activés. Je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que sont les systèmes de la récompense, mais avec de la production de dopamine, chez les adultes et chez les enfants, la production de dopamine, c'est absolument essentiel pour lancer les réseaux de la motivation. Et si on travaille sur la musique, naturellement, si on s'y prend pas mal, je le dis 3 fois pour les gens du conservatoire, si on s'y prend pas mal, ça marche bien pour les apprentissages. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a des gens du conservatoire, mais j'ai pas peur de le dire, si je dois choisir pour envoyer mes enfants, je les envoie à l'éducation nationale parce que vous êtes plus juste que le conservatoire. Je les ai mis aussi au conservatoire, mais je prie pour qu'ils ne me les cassent pas. Mais ça, c'est un autre débat. Mais donc, si on s'y prend bien et qu'on entretient un rapport de plaisir avec l'apprentissage musical, je crois qu'on est dans ce triangle vertueux et là on peut aller très loin avec les enfants. En fait les enfants vous suivent partout dès le moment où ce triangle il est là. Ça c'est Et la musique normalement si elle est bien pratiquée, c'est ça. Voilà. Donc c'est un avantage. Excusez-moi, oui. Quand vous dites la musique, c'est un instrument ou la voix? La voix est un instrument, bien sûr. Même la danse. Pour les ethnomusicologues, danser c'est musicaliser. Donc je serai assez large. Du coup on est d'accord que c'est la pratique.
La pratique, c'est mieux. Non, la pratique, c'est mieux. L'écoute, c'est bien. L'écoute, c'est bien, par exemple. La pratique, c'est beaucoup plus riche. Ah ben, plus vous engagez votre cerveau, mieux c'est. D'accord. Donc ce lien-là, émotion, motivation, apprentissage, la musique est vraiment bien pour le faire. Je pense que ça peut se faire avec les maths, mais c'est moins immédiat, quoi. Ça peut se faire, hein, on est bien d'accord. Alors, on sait aussi, le deuxième gros argument, si vous voulez, qu'on a, c'est la plasticité cérébrale. On sait que lorsqu'on fait de la musique, on va changer vraiment l'architecture du cerveau. Alors, voilà un exemple de plasticité cérébrale. Quand il y a de la plasticité cérébrale, on a ces signes oméga, c'est-à-dire ces plis qui se créent dans le tissu cérebral. Vous voyez, chez un pianiste qui travaille avec ses deux mains, il y a dans le cortex moteur à droite et à gauche de la plasticité qui se crée avec ces plis ici. Mais chez le violoniste ou la violoniste qui travaille essentiellement une motricité fine avec la main gauche, c'est essentiellement dans l'hémisphère droit. À l'hémisphère gauche, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc voilà, la plasticité cérébrale, c'est ça, hein, des changements dans les tissus neuronaux pour pouvoir réaliser les activités complexes. Ça, c'est assez facile qu'il y ait de la plasticité cérébrale chez le musicien dans les zones motrices. Ok. Ce qui est intéressant, c'est dans les voies de communication. Hein. Il y a de la plasticité cérébrale aussi dans toutes ces zones qui permettent au cerveau d'échanger des informations. Le corps calleux, ici, est plus large dans sa partie postérieure pour les gens qui ont fait de la musique. Ou encore dans les faisceaux arqués. Vous savez, les faisceaux arqués, c'est ceux qui relient le cortex temporal, le cortex frontal. À gauche, ils relient les deux aires du langage. Wernicke et Broca. Chez les musiciens, ces faisceaux arqués sont plus denses. C'est des voies de communication, ils se sont densifiés, comme vous pouvez le voir ici. Chez les enfants, ces faisceaux se densifient avec l'âge. Mais comme vous le voyez en dessous, ils se densifient plus chez des enfants qui font de la musique, y compris à gauche. Y compris à gauche, en reliant les aires du langage. Donc vous voyez ce que je veux vous dire, c'est-à-dire que si on fait de la musique, que ça densifie les faisceaux arqués qui relient les deux aires du langage, logiquement, on se dirait, est-ce que ça bénéficierait pas aussi au langage, la musique, hein, ça semble logique. Et on va voir que oui, bien sûr. Donc, on a vu aussi qu'il y avait de la plasticité dans d'autres zones qui n'étaient pas supposées être si plastiques que ça. C'est le tronc cérébral que vous avez ici. Le tronc cérébral, c'est le petit hub qui reçoit toutes les informations sensorielles avant de les envoyer au cerveau. Et là, les travaux de Nina Kraus sont extrêmement intéressants. Nina Kraus montre qu'au niveau du tronc cérébral, on a un recopiage, en quelque sorte, du signal sonore, une sorte de photocopie qui est faite, qui permet déjà d'analyser plein de choses, et puis qui va être renvoyée au niveau cortical. Et on peut analyser la façon dont le tronc cérébral reproduit le signal sonore. Donc elle fait des choses rigolotes, elle fait entendre un signal sonore. Je ne sais pas ce que vous avez envie de Michael Jackson. Elle regarde comment le tronc cérébral reconstruit Michael Jackson, elle compare les deux et elle peut faire une inférence sur la qualité de travail du tronc cérébral de la personne. Et ce qu'elle voit, c'est que le signal est mieux reproduit chez ceux qui ont fait de la musique que ceux qui n'ont pas fait de la musique. Évidemment, les non-musiciens reproduisent le signal, mais le reproduisent un petit peu moins bien. Et c'est vrai aussi pour les signaux de parole. Donc autrement dit, d'avoir fait de la musique, ça vous donne un tronc cérébral, on va dire que c'est une grosse photocopieuse, mais qui améliore la granulosité de sa reproduction, de sa sensibilité au contraste, par rapport à ceux qui n'ont pas fait de musique. Ça donne des choses rigolotes. Quand vous avez un bébé qui pleure, tous les parents ont envie de savoir pourquoi il pleure. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a sommeil? Est-ce qu'il est sale? Etc. On connaît tout ça. Il y a une partie du signal du pleur du bébé qui contient cette information. Seuls les musiciens l'entendent. C'est vache, hein. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des bons parents. Ils vont tout changer. Ils vont le coucher, ils vont lui donner à manger. Mais les autres, ils ont accès à ça. C'est incroyable. Mais c'est ça le tronc cérébral. Donc, évidemment, on a envie de se dire, si cette structure-là, par hasard, elle bénéficie, elle s'affine grâce à la musique, ça va avoir des conséquences. Alors là, ça transfère loin. Hein, on a fait de la musique, ça me permet de mieux s'occuper du bébé, c'est quand même cool. Et ça dure longtemps. Si vous avez fait 10 ans de musique, même si vous l'avez fait en amateur pour le plaisir, etc., quand vous allez avancer dans la vie, vous allez, comme tout le monde, avoir des difficultés pour reconnaître le signal parole dans le bruit. Et à partir de 60 ans, ça commence à devenir compliqué. C'est pour ça que nos grands-parents, ils ne veulent pas avoir toute la famille. En général, moins, parce que c'est difficile. Ceux qui ont fait de la musique, non. Ils ont des oreilles de 20 ans. Vous avez ici les temps de reconnaissance du signal de parole dans le bruit chez des personnes qui ont plus de 60 ans. Ici, chez des personnes qui ont plus de 20 ans. Et la troisième courbe ici, c'est ceux qui ont 60 ans mais qui ont eu la chance de faire 10 ans de musique. Donc ça a des impacts aussi pour la socialisation parce qu'ils sont moins impactés par le bruit, etc. Et donc une vie sociale plus riche, donc un vieillissement cognitif moins. Alors,
on peut rééduquer la qualité de reproduction du tronc cérébral par des activités musicales. C'est ce que montre Nina Kraus. Et vous avez ici des enfants qui peuvent avoir des reproductions du signal détériorées au niveau du tronc cérébral, mais qui, après 2 années de travail musical, vont avoir une reproduction bien plus forte. C'est essentiel pour les apprentissages à l'école, et c'est le but de notre rencontre. Parce que quand vous entendez un signal de parole, si vous avez une reproduction de ce signal qui est parfaite, ça ne va pas être difficile de le segmenter, d'avoir une conscience phonémique et de comprendre comment il se code graphiquement et pouvoir le lire et le déchiffrer et l'écrire. Mais si vous avez une photocopieuse qui est un peu comme ce style-là, très imparfaite du signal, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y arrivera l'enfant, mais ça sera moins simple de comprendre que batterie, ben, ça se segmente comme ça et ça s'écrit comme ça. D'accord ? Donc ce que montre Nina Kraus, c'est que les enfants qui ont eu une expérience musicale ont au niveau du tronc cérébral une représentation du signal de parole plus précise. Elle montre également que si vous faites un rythme, juste ça avec des enfants, il y a des enfants, ils tapent avec vous, puis il y a des enfants, ils ont du mal. Ça veut dire qu'au niveau du tronc cérébral, la représentation du signal n'est pas la même. Et si elle est imprécise, ben c'est beaucoup plus difficile de taper avec l'autre. Mais du coup, ces enfants-là vont être des moins bons lecteurs et ils vont avoir beaucoup plus de mal pour les acquisitions à l'école. Et donc là, on a un truc surprenant de transfert éloigné. Vous avez entraîné votre enfant à faire des jeux musicaux, comme on le fait dans les maternelles, mais il l'a fait pas mal de fois, ça lui a plu, et il va être meilleur pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Vous dites, mais c'est pas le même domaine. Ben oui, mais c'est ça le transfert éloigné. Donc le but des travaux actuels, c'est de savoir si finalement, en faisant jouer les enfants de la musique à l'école, parce que ça, ils s'éclatent, on ne fait pas plus. On ne fait pas plus. Je ne sais pas comment finir ma phrase. Qu'en les ennuyant avec des exercices extrêmement scolaires de maths et de français. Donc ça, c'est le vrai enjeu. Qu'est-ce qu'on gagnerait à développer, à musicaliser l'éducation, c'est ce qu'on a écrit dans le chapitre du bouquin, et à musicaliser les situations éducatives pour cela. Je suis à peu près autant bavard que mon ami Grégoire, donc il faut se méfier. Donc, voilà, je vais passer un peu. Donc, on arrive quand même au centre du sujet. Est-ce que tous ces résultats-là, ça permet de penser qu'un enfant qui fait de la musique va avoir des avantages, non pas en absolu, et ça c'est essentiel de le comprendre, la musique ne rend pas les gens intelligents, mais absolument pas. On pourrait même dire qu'elle rend moins bêtes ceux qui en font. Ça ne me gênerait pas. Hein, ok ? Il n'y a pas de valeur absolue de l'intelligence. Moi, ce qui m'intéresse en tant que psychologue, c'est est-ce que la musique, ça nous met en progrès ? Parce que l'éducateur, c'est ça qu'il veut. On ne va pas rendre tout le monde intelligent. Qui pourrait imaginer ça ? Mais par contre, on veut mettre tout le monde en progrès. Donc ça, je pense qu'il faut le préciser parce qu'il y a des gens qui envoient leurs enfants au conservatoire pour les rendre intelligents. Ils sont à côté de ce qu'on va dire. Il faut envoyer les enfants au conservatoire parce qu'ils aiment faire de la musique. Et il faut savoir que peut-être, ils auront des effets bénéfiques dont on va parler. Mais pas pour être plus intelligents du monde, juste pour être plus intelligents par rapport à leur point de départ. Ben, s'il est très bas, ben, c'est pas grave, ça sera un peu plus haut. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Alors, une petite information, on a une journée au Collège de France qui sera dédiée à cette question-là. En plus, j'aurai le privilège d'avoir une table ronde avec notre ancien ministre Blanquer, donc j'aurai quelques questions à lui poser. On sera à 2, je pense qu'il faut mieux qu'on reste avec Stanislas Dehaene. Mais... Alors, un mot sur l'effet Mozart. Il n'y a rien à dire sur l'effet Mozart. Je pense que c'est même pas c'est toi qui parles de ça. Ouais, honnêtement, je crois qu'on ferait mieux d'aller jouer au foot, quoi, ou de faire de la musique. Non, je suis un peu méchant avec toi. Tu diras tout ce que tu veux. Pas que de ça. D'accord. Mais c'est juste pour désacraliser ça. On s'en fiche complètement. Ça permet de faire des blagues. C'est anecdotique, sauf que ça a permis à la communauté scientifique de se dire flûte, 10 minutes de musique, flûte c'est le cas de le dire, ça peut transférer sur un test de QI. Et moi j'étais chercheur, j'aurais pu le faire l'effet Mozart, je me suis dit mais je suis bête pour pas dire autre chose, pourquoi j'y ai pas pensé? Donc ça a permis simplement de mettre la puce à l'oreille à la communauté qui est la mienne et se dire mais peut-être on passe à côté d'une problématique intéressante, c'est celle du transfert. Pour être honnête, personne n'y croyait qu'il y aurait des effets de transfert éloignés. Mais absolument pas. Et c'est simplement l'essai Mozart a dit, mais c'est culotté, est-ce que ça serait possible? Et là, on a essayé de travailler là-dessus. Donc, juste pour dire, l'effet Mozart, honnêtement, c'est une anecdote de l'histoire, mais c'est bien que ça existe quand même, parce que je pense que ça a permis à la communauté de s'intéresser à une question sérieuse. Alors, que sait-on, pour aller vite, parce que sinon tu n'auras pas le temps de parler,
ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est... Excusez-moi, mais je ne sais pas ce que c'est l'effet Mozart. Il faut venir demain. Ah ben voilà, tu vois, au moins j'aurais donné. Je vais te remplir ta salle. Bon, non, excuse-moi, c'était... Il y a un peu secret, c'est pas grave. Non, mais vous allez voir. Mais vous savez pas lire l'allemand? En fait, je vais vous dire juste l'anecdote. En fait, le monsieur a perdu... Non, mais c'était pas... Je voulais pas être désagréable. Le monsieur a perdu sa partie d'échecs avec son chien et sa femme lui dit « Mais il fallait pas lui faire écouter autant de Mozart !» Parce que ça a rendu le chien intelligent. D'accord, vous avez compris l'effet Mozart. Non, mais vous pouvez quand même aller écouter. Alors, les take-home messages, c'est les messages que vous emportez à la maison. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une corrélation positive entre la pratique musicale et le développement de l'enfant, que ce soit sur le plan cognitif ou sur le plan psycho-affectif, on va y revenir. Personne ne discute ça. Mais vraiment personne, même les grincheux comme Schellenberg, tout le monde le reconnaît qu'il y a une corrélation. La vraie question, évidemment, c'est... Qu'est-ce qui se cache derrière cette corrélation? Il y a plein de possibilités, évidemment. Alors, on l'a partout, cette corrélation. Donc, on les a dans tous les domaines. Compétences spatio-temporelles, attention, mémoire, fonction exécutive, quotient intellectuel, capacité linguistique, mathématiques, créativité, réussite scolaire et motricité. Je crois que je n'ai rien oublié. Je ne vais pas tout vous montrer, parce que sinon, il n'y a plus de place. Mais on va juste faire des scoops. Et si on regarde dans le langage, c'est dans toutes les sous-composantes du langage, on a des effets de la musique. Donc, faire de la musique, ça sert à plein de choses. C'est des corrélations. Et c'est ça le point important. Je voulais vous montrer ça, mais je vais avancer. Donc les corrélations, c'est compliqué parce qu'on sait très bien que ça peut être dû à des variables confondues. Vous avez tous cette réponse en tête qui serait de dire les enfants qui font de la musique, ils vivent dans un environnement peut-être privilégié. Les parents ont le temps de s'occuper d'eux, ils les amènent au concert, ils écoutent de la musique, etc. Bon, donc c'est pas la musique qui compte, mais c'est le fait qu'ils vivent dans un milieu avantageux. Donc ça, c'est une variable confondue. Vous avez l'habitude de ça. Vous pouvez dire, les enfants qui font de la musique, ils sont prédisposés. C'est pas la musique qui les rend intelligents, c'est seuls les intelligents peuvent faire de la musique parce que c'est une activité super exigeante. Il y a des gens qui disent ça. Moi, je ne prends pas position, je suis objectif. Mais ce n'est pas impossible comme argument. Seuls les doués arrivent à faire ça. Pareil pour les maths. Ce n'est pas les maths qui les a rendus intelligents, c'est qu'ils étaient intelligents, donc ils ont pu faire un truc compliqué. Et puis, vous avez l'interprétation qui reste, qui te dit, non, la musique cause vraiment cela. Et évidemment, c'est compliqué parce que les trois sont possibles. Vous pouvez avoir toutes ces raisons qui cohabitent. Il y a un peu de relation causale, il y a peut-être un peu de prédisposition, et puis il y a peut-être aussi un petit peu de facilitation sociétale. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de savoir s'il y a ça en bas. Parce que le reste, c'est les inégalités, c'est tout ce qu'on veut. Mais s'il y a ça, c'est important. Alors, comment on peut le savoir ? Donc, on n'est pas idiot dans les sciences, on a des plans expérimentaux qui consistent à faire des études randomisées avec un groupe contrôle actif. Et ça, c'est compliqué, c'est très difficile à mettre en œuvre dans les situations pédagogiques, mais si on veut tester une méthode pédagogique, il faut évidemment qu'on fasse travailler des enfants avec cette méthode pédagogique, mais les enfants, on les a choisis au hasard. Parce que si on ne les a pas choisis au hasard, évidemment, on a toutes les variables confondues qui peuvent se confondre avec les faits. Et il faut que les autres, on leur fasse faire quelque chose, parce que sinon, il y en a où on s'en occupe plus. Évidemment, les enfants sont pris en charge, ils développent plus de compétences parce qu'on s'occupe d'eux, et les autres, on ne s'occupe pas d'eux, ils s'en fichent, quoi. Donc, il faut un groupe contrôle actif. Donc ça, c'est absolument fondamental. Si on n'a pas ça, on peut parler, mais on n'a pas grand-chose. D'accord ? Donc, ici, quelques exemples d'études avec des groupes contrôle actifs. Schellenberg a pris des enfants, c'est une étude de 2004, 144. Il les a mis aléatoirement dans 4 groupes. Un groupe où ils font du piano 2 heures par semaine, du chant 2 heures par semaine, du théâtre 2 heures par semaine, et les autres, on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Et il a regardé le quotient intellectuel à la fin de l'année, il a vu que les groupes musique avaient des augmentations du quotient intellectuel qui étaient plus grandes que les autres. Donc là, on peut dire que potentiellement, la musique semble causer un développement du quotient intellectuel plus fort chez les enfants. Il y a des études qui ont fait des trucs plus rigolos encore. Ils ont mis en compétition des apprentissages proches et des apprentissages éloignés. Par exemple, ils se sont intéressés à la conscience phonémique. Vers 5-6 ans, l'enfant doit avoir une conscience phonémique pour apprendre à écrire et à lire. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe si avant,
On fait faire des jeux d'orthophonistes sur des petits jeux vidéo, des petits jeux informatiques, où on développe la conscience phonétique, qu'on prend un autre groupe, on leur fait faire des ateliers musique, et on fait un autre groupe, on leur fait faire du sport. 3 groupes. Un, on les entraîne à des exercices orthophoniques pour développer la conscience phonémique. L'autre, c'est des ateliers musique comme vous pouvez les faire dans l'éducation nationale. Les autres font du sport. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme influence sur les performances de conscience phonémique des enfants? Le sport, on n'a rien contre, mais il n'y a pas tellement de raisons logiques qu'en 4 mois, le sport aide à développer la conscience phonémique. D'accord ? Les ateliers d'orthophonistes, si, parce que sinon les orthophonistes, ça va mal pour elles, je ne sais pas, il y en a ici. Donc ça, c'est clair. Où on met où la musique? Je pose la question là, pour vous. Ça peut être soit au niveau du sport, ça peut être soit au niveau de l'orthophonie. Vous dites, bon, on va pas prendre de risque, hein. C'est entre les deux, comme ça on ne se fait pas d'ennemis avec personne. D'accord. Ben non, c'est au même niveau que l'orthophonie. Et par rapport au sport? Alors le sport ne change rien, hein, mais c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sport, on est bien d'accord. Mais pour l'orthophonie, si vous voulez faire... Non, oui, non, que pour l'orthophonie, bien sûr. Non, que pour l'orthophonie, que pour la conscience phonémique. Hein. Donc ça, c'est logique. L'orthophonie, ça change, mais vous voyez, le sport, la musique, c'est pareil. Mais ça, c'est un résultat unique. On ne l'a jamais eu dans aucun autre domaine qu'un transfert, qu'un apprentissage puisse avoir des effets de transfert éloignés aussi forts que les effets de transfert proches. Alors j'y croyais pas. On a repris une méta-analyse avec Barbara Tillman, on a repris 21 études où on avait ce type de configuration et on s'est dit on va faire la compétition entre les transferts proches et les transferts éloignés de type musique. Donc exactement cela. Les enfants apprenaient des exercices linguistiques, ils étaient testés sur des tâches linguistiques et les autres apprenaient de la musique et étaient testés sur des tâches linguistiques. Donc un transfert proche, linguistique, sur un transfert éloigné, musique linguistique. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Pas de différence significative. Un tout petit peu moins avantageux pour la musique, mais pas de différence significative au niveau statistique. Donc ça veut dire que la musique peut défier, comme une compétition, les situations de transfert proche, tout en étant, elle, un transfert éloigné. À ma connaissance, c'est un résultat unique. On n'a pas ça dans les théories de l'apprentissage. Alors, il y a d'autres études qui ont été faites. Je t'oublie pas. Une belle étude qui a été faite par les gens de sciences de l'éducation à Dijon sur 900 enfants qui ont été répartis, ils étaient en grande section de maternelle, avec une randomisation par classe et avec un groupe contrôle actif pour les classes qui ne faisaient pas musique. Ils avaient 2 types d'interventions, soit des interventions de 2 heures, soit des interventions de 4 heures. Et vous allez voir, c'est génial, de musique. Et un programme qui était super bien fait. Les inspecteurs et les gens du monde de la musique en Bourgogne avaient fait un boulot absolument colossal et vraiment bien. Les méthodes existent toujours, elles sont peu utilisées, mais c'est dommage. Et donc, ils avaient fait ce genre de plan et ils avaient fait des tests sur les enfants en fin de grande section de maternelle. Donc, ils avaient eu pendant toute l'année cet entraînement. Et après, ils avaient suivi ces enfants en cours préparatoire, mais ils n'avaient plus de musique. Donc, regardez les effets à long terme de l'apprentissage musical en grande section de maternelle sur les acquisitions en cours préparatoire. D'accord ? Et ce qui est regardé, c'était ce que je vous ai mis, l'acquisition de la lecture, de l'écriture, des capacités numériques, des compétences telles que la mémoire plus large, capacité de structuration spatio-temporelle. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Si je vous fais vite, ils ont un effet immédiat, à peu près 40% de l'effet qu'ils observent se manifeste à la fin de maternelle, ce qui est normal, avec un avantage pour les enfants qui ont fait les ateliers musique. Ils ont un effet qui se prolonge à la fin du CP, même si les enfants font plus de musique. Et cet effet, il est fort, 60%. Et ils n'ont pas de différence entre 2 heures et 4 heures d'intervention. Autrement dit, en termes d'économie de moyens, une dose relativement homéopathique, 2 heures d'atelier musique en grande section de maternelle, ça vaut autant que 4 heures, donc ça coûte moins cher au ministère, et ça rapporte gros. Cette étude a été publiée en 90, je pense que le ministère ne l'a pas encore lu ou entendu, je ne sais pas, 92, ils l'ont répliqué en 2010, exactement la même, c'est toujours pas arrivé au ministère, je ne sais pas, il y a des choses étranges au niveau de la poste entre Dijon et Paris. Mais j'en parlerai à M. Blanquer, hein, avec plaisir. Évidemment, tout ça nous laisse penser que peut-être la musique est un bon moyen pour rattraper
les enfants qui sont en situation déficitaire. Et ça, c'est ce qu'a montré le groupe de Marseille. Peut-être tu les connais mieux, Aline, que maintenant, que tu es à Marseille. Mais si on a des enfants en situation d'échec scolaire, qu'on leur propose des ateliers musique ou des ateliers peinture, les enfants peuvent choisir leurs ateliers. Au départ, ils sont pareils, mais au bout d'un an, les enfants de l'atelier musique récupèrent plus dans des tâches d'acquisition linguistique que les enfants du groupe peinture. Et au bout de 2 ans, l'écart se creuse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la peinture à l'école, on est bien d'accord. La peinture développe sûrement d'autres choses que l'étude n'a pas mesurées, mais en termes d'acquisition cognitive, la musique semble avoir des avantages. De la même façon, les enfants qui sont en retard pour des raisons handicap, dyslexie et tous les enfants, les cas de 10 que vous pouvez connaître, les mêmes groupes ont fait cette étude-là en Italie, ils ont retrouvé les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'il semble que la musique présente des avantages pour aller récupérer les enfants qui sont à la traîne de nos apprentissages. Mais vous pouvez comprendre pourquoi, parce qu'un enfant qui est en situation d'échec scolaire, vous le connaissez aussi bien que moi, il n'a pas envie de réapprendre sur ce qui est la cause de son échec. Donc vous êtes obligé de faire un tour. Attends, on va oublier ça, on va passer par là. Et donc avec la musique, c'est ludique, c'est autre chose. Il n'y a pas vraiment de faute non plus en musique, alors qu'il y a des fautes à l'écriture, etc. Mais donc on peut complètement travailler et on peut reconstruire le fameux triangle cognition, émotion, action. Et donc on peut ressouder les blocs qui se sont scindés à cause de l'échec scolaire. Et un enfant en échec scolaire, c'est, vous le savez, c'est super dur d'arriver à remettre le moteur en route. Donc si on réutilise des maths pour faire ça, on ne se met pas forcément dans... Mais si on réutilise Michael Jackson, ça marche vachement mieux. Alors, le handicap aussi, on a fait beaucoup de travaux à Dijon, j'ai dirigé ces thèses sur la rééducation des enfants sourds, même dans un cas de surdité comme ça, des thèses qui étaient faites avec des orthophonistes, mes étudiantes en thèse en orthophonie me disaient on arrive à récupérer avec la musique des trucs qu'on n'arrive pas, après 1 an de rééducation avec le langage, à avoir avec ses enfants. On peut utiliser la musique pour d'autres aspects que le langage, par exemple pour apprendre les fractions. Vers 7-8 ans, les enfants ont des difficultés à apprendre les fractions. Donc il y a eu une étude qui a été faite aussi avec des groupes contrôle et des groupes actifs, où on présentait les fractions sous forme d'unités rythmiques, des petits rythmes que les enfants chantaient, puis après on leur faisait l'équivalence de fractions. Donc il y avait tout un travail d'équivalence entre la durée et le jeu musical, et les auteurs montraient que bien ça a amélioré la compréhension des fractions. Donc, il n'y a pas que les aspects linguistiques qui sont visés, bien évidemment, par ces effets. Alors, la musique augmente-t-elle les capacités socio-cognitives? Ça va vite? Ouais, ça va vite. Ah oui, c'est fait, mais moi c'est comme ça. Mais vous aurez tout là. Juste une question. Est-ce que par hasard on aura accès à... Mais je vous donne tout. Mais bien sûr. Pourquoi je ne vous le donnerai pas? Merci. Vous avez même le film, je crois. Donc même toutes les blagues, vous les aurez. Saveur, savoir. Hein. Donc... on a montré que ça ne marche pas que pour le cognitif, ça marche aussi pour tout ce qui est socio-cognitif, et ça c'est bien, parce que c'est évidemment un autre aspect qu'il faut développer. Donc l'attachement, l'estime de soi, la conscience de soi, la collaboration. Je vais sauter une expérience, juste pour vous donner une idée. Glenn Schellenberg a analysé à Montréal, il y a des cours de musique qui sont obligatoires. C'est des cours de ukulélé, donc les enfants sont là et ils peuvent copier entre eux pour jouer ensemble. C'est le seul cours où ils peuvent copier entre eux. Donc, et après, ces cours sont obligatoires. Donc Schellenberg s'est dit, est-ce que, bien que ces cours soient obligatoires, est-ce que ça fait des effets positifs? Donc il a regardé les capacités socio-cognitives des enfants, capacité à lire les émotions sur des images, à collaborer avec les autres, etc. Et il a trouvé, bien que ces cours soient obligatoires, ça marche par rapport à d'autres enfants des mêmes écoles qui ont d'autres activités à la place de ces... Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche d'autant plus que les enfants présentaient des déficits sociaux d'intégration sociale au départ. Donc une fois de plus, la musique présente des avantages pour aller récupérer ceux qui sont à la traîne du système, tant sur le plan cognitif que sur l'intégration sociale. Donc évidemment, par rapport aux problématiques qui sont celles que vous connaissez, la musique présente un avantage, ça ne coûte pas cher, 2 heures d'atelier, c'est à peu près ça la moyenne, et des effets qui sont positifs. Alors, évidemment, toutes ces études parcellaires... Oui. La flûte, alors, qu'on a arrêté au collège. Flûte, alors, on en reparle après. Alors, les méta-analyses, c'est super bien, parce que ça permet de synthétiser, et c'est vrai que c'est un outil utile, parce que sinon, tout le monde trouve des effets par-ci, il y en a qui n'en trouvent pas, on ne sait plus. Il faut avoir une vision des méta-analyses. Ça permet aussi de situer la taille des effets. Tu es en train de te manger ton temps, hein. La taille des effets, c'est important parce que, en fait, tous les pédagogues ont des bonnes idées
et toutes ces idées ont des effets positifs sur l'enfant. Mais l'important, c'est de savoir quelle est la taille de ces effets, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc Hattie a fait ce baromètre des sciences de l'éducation, dans lequel il a analysé toutes les méthodes pédagogiques, et puis il a fait une sorte de baromètre. Il a dit ceux qui ont des effets supérieurs à 4, parce que c'était la médiane, c'est super bien. Ceux qui sont en dessous, c'est pas mal. Ceux qui sont en dessous de 20, c'est pas la peine de considérer, c'est positif, mais le gain est tellement petit que ça vaut pas le coup par rapport à tout ce qui reste à faire. Donc la taille des effets d'une méthode pédagogique, c'est super important. Et pour vous donner une idée, les devoirs à la maison, c'est évaluer l'effet positif sur le développement de l'enfant et de sa réussite scolaire, c'est évalué à 0,28. Par là. Alors, évidemment, toutes ces méthodes sont des méthodes qui développent des transferts d'apprentissage direct, immédiat, techniques pour mieux apprendre les maths, etc. Nous, on part d'un apprentissage musical qui a des effets de transfert éloignés. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas va pas cartonner ici, parce que de fait, comme on est éloigné, ça ne peut pas être aussi fort. Mais où on se situe? Donc, on a fait une étude avec Barbara Tillman qui a repris tout ça, et nous, on est trouvé, alors à partir de données d'un groupe de chercheurs, on est arrivé à 0,23. 0,23, c'est pas trop mal si vous imaginez que les devoirs à la maison, c'est 0,28. Mais nous, on n'avait pas fait notre base de données. On nous avait imposé cette base de données pour des raisons que je ne développerai pas ici. Il y a d'autres chercheurs qui ont fait d'autres méta-analyses. Ils sont tombés à 0,28. À 0,28, ça devient intéressant. 2 heures de musique où les enfants s'éclatent, ça a autant d'effets que tous les devoirs à la maison où ils ne s'éclatent pas autant, je pense. Et il y a d'autres gens qui sont allés plus loin. Est-ce que les mathématiques peuvent bénéficier de la contribution de la musique? Et là, vous voyez, ils sont tombés à 0,36. Ah, mais ça devient vraiment, vraiment intéressant. Et alors, par rapport aux fonctions exécutives, les méta-analyses qui sont faites maintenant, alors Grégoire a montré combien les fonctions exécutives étaient importantes pour le développement de l'enfant, je ne vais pas repasser là-dessus. Dans tous les schémas, quand vous faites fonction exécutive image, vous tombez sur des chefs d'orchestre, c'est trop rigolo, pour illustrer. Donc je sais pas, les gens ont compris tout sans que je parle, quoi, c'est pas la peine. Alors je reviens pas, on a vu le Stroop tout à l'heure sur les fonctions exécutives, mais où se trouvent les fonctions exécutives? Bien, il y a une étude qui va apparaître, qui montre que si on prend tout un ensemble d'études, en moyenne on est à 0,36. Si on prend que des études qui sont randomisé avec contrôle actif, vous vous rappelez, quand on a pris les sujets au hasard avec un contrôle actif, on est à 0,63. Alors là, ça commence à changer un tout petit peu. 0,63, je vous donne la parole, c'est vraiment des effets très très forts, alors qu'on a une technique, des jeux musicaux, comme ceux que vous faites à l'Éducation nationale, donc que du transfert éloigné sur un groupe de processus exécutifs, dont on sait, grâce aux travaux du laboratoire de Doudé et de toute son équipe, qui sont vraiment essentiels pour le développement de l'enfant. Donc, par comparaison, les jeux vidéo, c'est 0,27. Donc on est vraiment, vraiment au-dessus. Alors, je m'arrête là, promis, juré. La musique a-t-elle des effets de transfert éloigné? C'est très probable. Ça ne veut pas dire qu'on a complètement résolu le problème, mais c'est vraiment une hypothèse de travail qu'il faut approfondir parce que les enjeux sont énormes, vous le voyez, et qu'on a des très très bonnes raisons de penser que oui. Voilà. Peut-être une question ponctuelle, puis après... Vocabulaire randomisé, je ne sais pas. Randomisé, c'est on prend au hasard les enfants, on dit toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Comme ça, on neutralise toutes les variables confondues. Ok. Rebonsoir, merci à tous et toutes. L'idée c'était qu'on enchaîne, ça va pas être long du tout ce que je vais vous raconter. Emmanuel a déjà tellement magnifiquement bien présenté tout ça. Moi je prends le micro parce que je me suis inscrite à la chorale demain matin et j'ai envie de garder ma voix à fond. Donc moi je suis Aline Frey, je suis maîtresse de conférences en psychocognitive à Marseille, au centre de recherche en psychoneurosciences. Et donc l'idée c'était que dans la continuité de ce qu'a présenté Emmanuel, je vous présente une recherche que je mène actuellement à Marseille sur les effets de la pratique du chant dans les quartiers nord, dans des écoles dites défavorisées. Recherche que je mène depuis peu avec Cédric Hubert, qui est un doctorant qui vient de rejoindre le projet. Alors c'est très bien, ça va aller assez vite puisqu'Emmanuel a déjà très bien déblayé tout ça.
Puisqu'on était dans le ça coûte pas cher, dans cette recherche on ne fait que du chant, donc ça coûte encore moins cher. Et donc ça on l'a déjà vu, on teste l'hypothèse selon laquelle la pratique du chant pourrait donc se transférer, améliorer d'autres habiletés cognitives, langagières plus générales. Dans cette recherche, on va s'intéresser aussi aux comportements prosociaux, donc Grégoire et Emmanuel les ont très bien définis aussi, cette capacité, puisque le chant choral notamment est une activité très synchrone qui nécessite de collaborer avec ses petits copains. Le chant, la danse, il a été montré que ça améliore donc la coopération, l'empathie avec les copains du groupe. Donc cette recherche, elle a été initiée donc, par Musica 13, qui est un centre d'art vocal à Marseille, qui depuis 3 ans maintenant donc font chanter les enfants quotidiennement, tous les matins. Donc ça c'est assez chouette, c'est que c'est un format très court, c'est 20 minutes, mais c'est quotidien. Donc il y a des chanteuses professionnelles qui vont dans les quartiers nord entre autres pour faire chanter les enfants. Comme l'a très bien expliqué Emmanuel aussi, vous êtes au clair là-dessus maintenant, dans ce type de recherche, on est obligé de, si on veut mesurer correctement les effets de la pratique, on est obligé de les comparer avec un autre groupe qui fait autre chose, au même rythme, tout aussi motivant, stimulant, etc. Et du coup, on s'est mis en relation avec une assoce qui s'appelle la Marelle, et qui reçoit des écrivains en résidence. Et donc, pendant que j'ai 3 classes qui font du chant tous les matins, il y a une écrivaine qui vient dans la même école pour faire des ateliers d'écriture créative aux enfants, donc au même rythme, format court, une demi-heure tous les matins. Dans ces ateliers, elle leur fait, donc il y a un petit travail de réflexion, imagination collective sur un thème donné. Tiens, cette semaine, on va travailler sur les objets, on va faire parler les objets, qu'est-ce qu'elle dirait à table, qu'elle en a marre qu'on lui pose des trucs dessus, etc. Donc il y a un petit travail à l'oral, puis de mise à l'écrit, et les textes sont ensuite lus et commentés par tous les enfants. La première année du projet, ce qui était chouette aussi, c'était que une partie des petits textes qui ont été écrits par les enfants, ils ont été mis en musique par un compositeur de Musica 13 pour être chantés par les enfants du groupe chant, donc ça faisait vraiment une cohésion globale dans l'école. Donc voilà l'idée. Comme j'ai encore plus envie de garder ma voix, je vais faire parler les autres. J'ai un petit film à vous présenter dans lequel témoignent les enseignantes et les élèves. Si on a du son, mais visiblement on n'en a pas. Alors attends, bouge pas. C'est coupé ton son en haut à l'icône. Bah non, moi je suis à fond. Sur le visio. Ouais. Le vidéo, Yes. Réglage système. Propriété du son. Écouteur externe, je l'ai. Ok, c'est coché. Tout à l'heure ça marchait. Donc, normalement, ça doit marcher. Vas-y. Là, je vais couper du coup sans faire exprès. Pour moi, c'est... Ben oui, on l'a testé tout à l'heure. Est-ce que ça sort de ton ordinateur? Avec la télécommande du vidéoprojecteur. Non. La télécommande. Regarde, c'est sur le vidéo. Là-haut, à droite, là-haut. Ça, c'est normal. C'est que le son ne doit pas sortir du vidéo proche, il doit sortir des enceintes. Bah ouais. Mais on peut le faire sortir du vidéo proche sinon. Alors, sinon, retournons le panneau de config. Là, il est sur l'externe. Ça, c'est mes... Ok. À cette période... Le micro devant, ça va. Mets-toi micro. Ouais. Non, c'est mieux. Je mets C'est micro. quand même fascinant, ça. Alors qu'on l'a testé tout à l'heure. De cette fenêtre, vous avez volume de sortie. Ouais, il est En à bas de fond, cette tout fenêtre, est à volume de fond. sortie, Non, c'est marqué silence. Voilà, ici. Non, le Bah volume de non, sortie est à normalement fond. c'était bon. Non, Vas-y, t'embête pas, je vais mettre le micro devant. Je l'ai. C'est quand même vexant, mais bon. T'inquiète. Alors attends, on était là. Alors, comme d'habitude, vous...
Tu mets le tien? On peut faire ça comme ça. Alors, comme d'habitude, vous allez mettre vos bras le long du corps. Vous fermez vos yeux, il ne va rien vous arriver, même si vous avez les yeux fermés. C'est tout. Et là, vous allez respirer tranquillement. Alors, je prends l'air avec la bouche et je souffle. À l'école Saint-Mitre, j'interviens tous les matins, enfin, on va dire tous les jours, pour faire chanter les enfants. Alors, évidemment, il y a un petit travail vocal, du travail corporel, puis on apprend des chansons dans le but de faire un spectacle bientôt, au mois de décembre. On fait des échauffements de détente pour bien se sentir tout son corps. Après, on apprend des musiques ou alors on les répète. Le chant, ça nous aide à se détendre, à oublier nos problèmes et surtout à s'amuser. Quelque chose d'énorme, c'est qu'elle apporte du bien-être. On sent vraiment le changement auprès des élèves. Elle commence chaque séance par une séance presque de relaxation et d'échauffement de la voix. Et rien que par ce début de séance, les enfants s'apaisent, se calment, elle leur fait fermer les yeux. Et ça leur apporte énormément, on dirait presque de la sophrologie. Et ils intériorisent l'activité, ils rentrent en eux pour pouvoir accéder à cette période de chant. Les enfants sont quand même assez zappeurs d'activité. Et là, ils arrivent quand même à tenir 20 minutes, parfois plus, en étant vraiment concentrés sur ce qu'ils font. Et ça, moi, je suis assez épatée de ça. Le dispositif qui a été mis en place permet aux enfants de chanter et d'être dans cette atmosphère musicale tous les jours. Et voilà, et ça crée tout un univers particulier et un rapport à soi-même très particulier, un rapport à la musique, à la beauté, à ce qu'on fait ensemble, qui est magnifique à vivre. C'est beaucoup mieux, bravo, super. Le travail qui est fait donc, jour après jour auprès des classes de CE1, de CM1 et de CM2 s'installe petit à petit dans une habitude, dans un rituel. Au fur et à mesure, je sens qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qui demandent à faire des choses qui sont très volontaires. À la fois, la musique leur permet d'exister de manière individuelle et permet aussi au groupe d'exister. Et c'était aussi certainement une des demandes des institutrices de générer un groupe, une cohésion. Je me suis retrouvée. Et ça, je sens qu'il y a vraiment de grands progrès, de grandes évolutions qui sont fondamentales en fait pour la personnalité de chacun, pour faire grandir son humanité, faire grandir sa personnalité, son individu, tout en considérant le groupe et en étant autour du groupe. Ils sont portés tous ensemble par un même projet et quand il y en a un qui s'égare, on dirait que l'ensemble du groupe le ramène au groupe. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Quand en classe, par exemple, il y a des moments où les enfants sont fatigués et ils ont envie de s'appeler sur une autre activité, souvent on fait une pause et on rappelle un petit morceau de la chanson d'Anne et ça leur fait du bien. Donc ça veut dire que le bienfait, c'est pas un instant T par rapport au moment de la chorale. C'est tout au long de la journée, on peut ramener le groupe entier à un moment vécu de détente ou de plaisir ou de joie. Et ça permet de continuer, de passer à autre chose après. Du coup, c'est cool. Ça nous a, grâce au chant, on est unis. Ceux qui étaient mis de côté dans la classe, ils sont plus du tout mis de côté, même si il y avait une personne qui était mise de côté, parce qu'elle se sentait seule.
elle ne voulait pas jouer au même jeu que nous. Et du coup, depuis le jour où on a commencé le chant avec Anne, elle joue avec nous. Je sais pas, ça l'a rendue plus joyeuse. Je vois au jour le jour les enfants évoluer. Certains grands garçons qui étaient pas très... qui n'avaient pas forcément très envie de chanter dès le départ. Je les sens qui sont là, qui sont présents complètement et qui sont très volontaires pour faire des choses et qui ont énormément changé dans leur comportement. Oui, ils ont envie d'y aller, ils ont envie de faire, ils ont envie de bien faire, ils font bien, donc ils sont en réussite. Et encore une fois, c'est pas toujours les élèves qui sont en réussite en classe. Donc sur cette approche-là, oui, c'est bon pour eux, parce que ça les valorise. C'est vrai qu'au départ, au début de l'expérience, la voix, ils avaient du mal à poser leur voix, à reproduire les sons. Et là maintenant, ça devient naturel. Donc là-dessus, il y a eu un gros travail de fait. Ceux qui ont des problèmes d'habitude de mémorisation, exactement, arrivent plus facilement à mémoriser grâce aux chansons. Donc là, je lui avais donné des exemples concrets. J'ai un élève qui n'arrive pas à faire de par cœur, qui n'arrive pas à mémoriser d'habitude. Et là, c'est le premier, quand elle demande qui peut me dire cette chanson commence par quoi, quel est le couplet, premier couplet, deuxième couplet, troisième couplet de telle ou telle chanson, c'est lui souvent qui répond. Donc, alors que d'habitude, en mémorisation, il a beaucoup de mal. Voilà, là-dessus, ça apporte à certains élèves, plus qu'à d'autres peut-être, une nouvelle façon d'apprendre. Au niveau de la mémorisation, on se rend compte que des élèves qui soi-disant étaient en difficulté sur la mémorisation se retrouvent en réussite. Donc je pense que dans ce modèle, il y a vraiment quelque chose à aller chercher profondément et à réinvestir même sur les autres disciplines. Alors après, ça, il faut l'étudier sérieusement pour en tirer un bénéfice sur toute la journée. Le temps passant, le projet s'installe. Erreur. Ok. De toute façon, c'était la fin. Ok. Ouais, on coupe celui-là. Voilà, c'est Pardon, merci. Vous voyez qu'on a vu pas mal déjà de témoignages des enseignants et des élèves sur les bienfaits de la pratique. Et du coup, on a voulu mesurer ça de manière un petit peu plus objective. Donc les collègues de Musica 13 m'ont contacté pour ça. Donc l'idée, c'est que depuis 3 ans, on teste les enfants en début et fin d'année, pré- et post-test, sur tout un tas d'habiletés cognitives, langagières qu'on a déjà pu évoquer, donc des tests d'attention, des tests de mémoire de travail, où on donne des suites de chiffres qu'il faut rappeler de plus en plus importantes, etc. De raisonnement, tout un tas de tests qui mesurent le langage oral, écrit, la motricité, des tests de créativité, où on mesure, ici, on lui demande de faire le plus joli dessin en incluant le plus de formes possibles, ou à l'inverse, de faire le plus de dessins avec cette petite forme. En fait, ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est que finalement, les deux groupes se servent de témoins. Donc moi, évidemment, ce qui m'intéressait initialement, c'était les effets de la pratique du chant. Mais finalement, j'ai des collègues qui travaillent sur la créativité et l'écriture créative et qui m'ont dit, mais en fait, c'est génial parce que du coup, on peut aussi aller regarder en quoi des ateliers quotidiens d'écriture créative peuvent aussi modifier la façon dont on fonctionne et le développement cognitif. Donc du coup, c'est la 3e année qu'on teste ces enfants. C'est une expérience sur le terrain, donc qui présente un certain nombre de limites. C'est pas toujours simple et c'est bien d'en discuter avec vous du coup. Nous, on avait imaginé et espéré pouvoir suivre les enfants de manière longitudinale sur les 3 années ou sur plusieurs années.
sauf que bien entendu, les enseignantes rebrassent les élèves d'une année sur l'autre. Donc typiquement, mes enfants qui la première année en CE1 étaient dans la classe chant, l'année d'après, il y en a 16 qui sont partis en CE2A et qui font du chant, mais 12 autres qui sont partis dans une autre classe et qui ne font pas d'atelier, ou etc., etc. Et parce qu'on a aussi, vu que c'est une grande école, c'est pratique, on a aussi testé des enfants qui ne faisaient aucun des deux ateliers pour avoir un niveau de base du développement, on va dire. Et voilà, donc en tout cas, ça me fait, sur les 3 années, des combinaisons qui sont pas simples. Donc il y a des enfants qui ont fait chant-chant ou écriture-chant ou rien, etc. Donc c'est un peu plus compliqué de voir les effets sur le long terme. Mais en tout cas, je vais vous présenter rapidement donc, les résultats de la première année. On a comparé pré et post pour la première année. Donc vous voyez ici, c'est pour le groupe chant, pour le groupe écriture, T pour le groupe témoin, sur un test de l'Alouette que sûrement certains et certaines d'entre vous connaissent, qui est un test qui mesure les habiletés en lecture. Et donc on voit que les deux groupes actifs progressent très largement. Alors pas d'affolement, c'est assez flippant quand même, c'était pendant l'année Covid. Et donc on a réussi tant bien que mal à maintenir les ateliers, mais on voit du coup dans le groupe témoin à quel point le fait qu'il y ait eu un trou dans l'école et dans l'activité pose des vrais problèmes chez ces enfants pour lesquels en plus il n'y a pas forcément toujours un environnement familial très... enfin voilà, beaucoup d'enfants allophones, donc en tout cas on voit clairement que les deux groupes témoins s'améliorent significativement. On a des effets aussi donc uniquement en faveur du groupe chant dans ce test. Dans ce test, on demande aux enfants, donc ils ont toute une ligne de symboles comme ça, et il y a 2 symboles à gauche et 5 à droite, et ils doivent le plus vite possible entourer, oui ou non, si parmi les 5 symboles à droite, ils reconnaissent au moins un des 2 qui sont à gauche. Donc c'est un test qui mesure les capacités de vitesse de traitement, de concentration, donc qui sont améliorées visiblement dans les groupes chant. Et puis 2 résultats quand même aussi en faveur des groupes écriture créative, assez logiques, dans un test où on demande aux enfants de donner le plus de mots en 1 minute, des mots qui commencent par P, ou des mots d'une certaine catégorie, des animaux, des fruits, etc. De même aussi, ce test en faveur des enfants du groupe d'écriture créative, c'est un test où on demande aux enfants de dire ce qu'il y a de commun entre 2 mots. Donc c'est un peu des capacités d'abstraction, de vocabulaire. Tiens, qu'est-ce qu'il y a de commun entre, au début c'est facile, entre le rouge et le bleu, c'est des couleurs, entre papillon et abeille, etc. Pour aller jusqu'à en quoi peinture et statue se ressemblent. Donc assez logiquement, mais c'est quand même chouette de le montrer, les enfants qui participent aux ateliers d'écriture créative améliorent leur vocabulaire et capacités en lecture aussi. Voilà, donc là, l'idée c'est qu'on essaie de voir comment on peut traiter ces données sur les 3 années. Et puis donc le projet se poursuit avec mon étudiant et on aimerait davantage faire des mesures des comportements prosociaux, donc qui ont déjà été évoqués par Emmanuel et par Grégoire tout à l'heure. Typiquement dans ce type de test, le test du dilemme du prisonnier, peut-être vous le connaissez aussi sûrement, on met les enfants 2 par 2, l'un en face de l'autre, et la règle est toute simple, ils ont chacun une carte rouge, une carte bleue, et puis on me dit, si vous posez bleu tous les 2 ensemble, vous avez 10 points. Si vous posez tous les 2 rouges ensemble, vous avez 0 points. S'il y en a un qui pose bleu et l'autre rouge, celui qui pose rouge, il gagne, en gros. Et nous, en fait, on ne s'intéresse pas du tout à savoir est-ce qu'ils gagnent des points ou pas. On regarde surtout, on leur dit qu'ils peuvent se parler avant, et on regarde s'ils ont des comportements de coopération ou pas. C'est ça qu'on cote, tiens, ouais, viens, on va mettre bleu tous les 2, et en fait, non, je sors ma carte rouge, et du coup, c'est moi qui gagne le max de points. D'accord ? Typiquement aussi, je crois que Grégoire en avait parlé tout à l'heure, on leur demande, par exemple, on leur donne à la fin des tests 10 petites gommettes, des stickers, des trucs pour les récompenser un peu, mais on leur dit, par contre, là on fait une autre expérience dans une autre école et on n'a pas assez pour les autres, combien est-ce que tu serais prêt à en laisser pour des camarades d'une autre école? Donc on te met une enveloppe et tu en mets dedans autant que tu veux, etc.
Voilà le type de test qu'on aimerait faire par la suite. Par ailleurs, mon doctorant Cédric, il a une formation initiale aussi en informatique. On aimerait regarder ce qu'on appelle le réseau social de la classe, donc rien à voir avec ce qu'a présenté Grégoire tout à l'heure. En fait, tout simplement, dans ce type de réseau, chaque nœud, c'est un enfant, et donc par des questions, il faut qu'on réfléchisse aux questions, mais on peut construire le réseau de la classe. Bah tiens, on va demander à l'enfant avec qui on lui donne la liste de ses petits camarades, et avec qui tu as joué cette semaine, oui ou non, etc., ou avec qui c'est ton copain, etc. Donc ça permet de créer un peu le réseau social de la classe, et du coup, bah, l'hypothèse serait, est-ce que par exemple, ce réseau, on peut aller regarder plein de choses, est-ce qu'il est plus dense, est-ce qu'il y a plus de liens dans les groupes qui font du chant par exemple? Est-ce que les liens sont davantage réciproques? Est-ce qu'il évolue? On peut le regarder en début et en fin d'année. On peut filtrer aussi selon des composantes. Typiquement, une des choses qui nous a été remontée le plus tôt par les enseignantes, c'est que depuis le début du projet, pour la première fois, les filles et les garçons jouent au foot ensemble dans la cour. Et donc là, typiquement aussi, on peut aller regarder s'il y a davantage de liens filles-garçons, par exemple, dans les groupes qui ont pratiqué le chant par rapport aux autres groupes, etc. Et puis, donc, la thèse de Cédric et ce projet, il est soutenu par Empirique. Empirique, c'est un pôle pilote. En fait, il y a 3 INSPE en France qui ont été sélectionnés pour réformer la formation des enseignants. Et dans ce contexte-là, ils ont construit une salle de classe expérimentale. Peut-être que vous ne voyez pas grand-chose sur la photo, mais en tout cas, c'est une salle de classe avec des caméras, des moyens d'enregistrement, des vitres sans teint. Il y a même de l'EEG pour enregistrer l'activité du cerveau, des oculomètres pour les mouvements des yeux, etc. Donc l'idée, ça serait qu'on voit si on peut arriver à mesurer de manière un petit peu plus automatique, on va dire, ces comportements d'échange prosociaux. Donc faire venir les classes dans cette salle de classe virtuelle en leur demandant de faire par exemple une activité de groupe et de voir si dans les groupes chants on coupe moins la parole et où il y a davantage d'échanges de regards entre pairs, etc. Voilà un petit peu où on en est, donc affaire à suivre. Et merci encore de votre attention et merci à tous les collègues qui m'aident beaucoup dans cette recherche. Merci.